Bonjour à tous. Oui, le crime est avéré. Crime industriel. En fait, lorsque Philippe m'a demandé de faire cette intervention, j'ai un peu réfléchi à partir de l'actualité d'abord, parce que travaillant sur les questions de santé au travail, nous sommes extrêmement inquiets des conséquences en termes de droits des travailleurs par les décisions qui ont été prises avec les ordonnances qui détruisent des droits existants. Je vais en citer quelques-uns. Un qui est très peu connu, 1848, l'interdiction du marchandage de main-d'œuvre. On n'aurait jamais dû voir se développer, comme on le voit aujourd'hui, ni la sous-traitance, ni le travail temporaire. Il y a eu une légalisation de quelque chose qui avait été considéré comme illégal, et il y a cette contradiction dans le Code du travail, où le marchandage de main-d'œuvre est toujours interdit, mais la sous-traitance, mais le travail temporaire sont autorisés, et on conduit à une précarisation absolument catastrophique. Je saute dans le temps, parce que je vais aller vite sur cette première partie. 1893, on a une loi qui dit ceci: les établissements industriels et commerciaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. En d'autres termes, il ne devrait y avoir aucune atteinte à la santé des travailleurs, ni physique, ni psychique. La même chose, cette loi est toujours en vigueur. Elle a été réactivée à l'occasion des arrêts de la Cour de cassation concernant l'amiante en février 2002, concernant la faute inexcusable des employeurs, c'est-à-dire l'industrie de transformation de l'amiante et les grands utilisateurs de l'amiante, notamment la sidérurgie. Et que disent ces arrêts, très très importants? Ils disent ceci: la faute inexcusable est constituée quand l'employeur connaissait ou aurait dû avoir connaissance du risque et qu'il n'a pas pris les précautions. Et l'obligation de sécurité de l'employeur est une obligation de résultat. Ce qui veut dire que, en fait, c'est la référence à la loi de 1893 réactivée, et cette obligation de sécurité de résultat, comme on l'appelle aujourd'hui, voudrait que, à partir du moment où on a connaissance des polluants, eh bien, on les élimine. Et c'est d'ailleurs le premier article du décret sur les cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction dans le Code du travail. Sauf que, pour que ça marche, il faut un certain nombre de choses. Je vais rester un instant sur cette question des toxiques. Pour que ça marche, il faut au minimum avoir une évaluation des risques, une traçabilité des expositions. Or, qu'ont fait les derniers textes précédents, mais les ordonnances sonnent le glas de toute traçabilité des expositions aux substances toxiques, puisque dans le compte pénibilité disparaissent la possibilité pour des travailleurs ayant été exposés à des toxiques mortels, donc le risque chimique, de faire prévaloir des points de pénibilité après avoir fait disparaître, ça c'est la loi Macron antérieure, les fiches d'exposition qui permettaient à minima de savoir qu'il y avait un problème, il y avait eu des expositions. Donc on est dans une situation où pratiquement l'obligation de sécurité de résultat persiste, mais on ne se donne plus aucun moyen de savoir. 1898, cette loi-là, elle nous coûte très cher en vie humaine. C'est la loi sur les accidents du travail. Cette loi, elle dit: est un accident du travail tout accident qui survient sur les lieux ou à l'occasion du travail,
donne droit à une indemnisation, mais on ne s'occupe plus des causes. Et en fait, c'est en quelque sorte contradictoire avec celle de 1893. C'est Jules Guesde qui, lors du débat dans les années fin des années 1870, 1880, disait « Si vous adoptez cette loi, ce sera une boucherie ouvrière ». Aujourd'hui, chaque jour, en France, il y a 2 accidents mortels. On n'en parle jamais dans la presse. Il y a 10 décès par maladie liée à l'amiante. Et probablement plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de décès par cancer liés au travail. Au niveau de l'Union européenne, il y a 100 000 décès annuels attribuables au cancer en milieu de travail, dus à des expositions en milieu de travail. On est dans une situation où on ne recherche plus les causes, et pourtant, on sait. Alors, je vais passer vite sur les autres droits qui sont remis en cause, mais ils sont très importants, je vais les citer. Les lois Auroux, 82, le droit d'expression, les CHSCT, qui sont en voie de suppression, et ça, c'est absolument catastrophique. Donc, on est dans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce que le droit pénal a à dire par rapport à cette évolution? Hormis en temps de guerre, l'interdit de tuer, de blesser, de mettre autrui en danger, cet interdit fait partie des règles immanentes de la vie en société. Pourtant, dans nos sociétés, dans notre, je dirais, système capitaliste, dès lors que des profits sont en jeu, les juges contournent les droits fondamentaux pour consacrer l'impunité des industriels et des employeurs, en dépit d'atteintes à la vie des travailleurs, hommes et femmes, mais aussi des enfants, voire des générations futures. Et je pense que les épidémies dont on vient de parler sont très étroitement liées à cette impunité des industriels qui nous imposent des risques industriels sans que nous ayons le choix et qui refusent ensuite d'assumer devant les tribunaux ce qu'ils ont décidé concernant ces produits toxiques. Il y a un film qui passe en ce moment, qui s'appelle Les Sentinelles. C'est un film réalisé par Pierre Pézra, qui est le fils d'Henri Pézra. Henri Pézra, c'était celui qui a déclenché la prise de conscience sur l'amiante dans les années 70, à partir de ce qui se passait à Jussieu, mais aussi à partir de ce qui se passait dans des usines. Et le film Les Sentinelles retrace un certain nombre des combats qui ont été menés, je dirais, à l'initiative de ce travail d'Henri, en lien avec des collectifs ouvriers, dans le domaine de l'amiante et aussi des pesticides. Je cite ce film parce qu'il pose aussi complètement le problème de la justice, et vous entendrez, si vous allez le voir, Josette Ruder, ancienne ouvrière de l'usine à Misole, dire « Il nous faut un procès pénal des industriels parce qu'il n'est pas admissible qu'il soit interdit de tuer dans la société, mais qu'il soit permis de tuer derrière les murs de l'usine. » Et en fait, c'est à ça que nous sommes confrontés. Je voudrais rappeler 2 points importants concernant les procès. Alors, il y a des procès sur l'amiante. Il y a eu un article dans Le Monde qui dit « Procès impossible ». Moi, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Bien sûr, il y a une volonté de la classe dominante de ne pas voir aboutir ces procès. C'est certain. Pourquoi est-ce que des plaintes déposées il y a 20 ans n'ont toujours pas été instruites? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais le procès est possible, il est légitime,
comme légitime le procès concernant des femmes victimes de viol, des ouvriers victimes de violences industrielles, de crimes industriels, ont droit à un procès. Les deux points que je voudrais rappeler, c'est en fait les caractéristiques de ce crime industriel. En fait, le crime moderne n'est pas caractérisé par une intention de tuer ou de blesser, mais parce que un avocat qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, Jean-Paul Tessonnière, appelle un consentement meurtrier. Si on prend ce qui se passe pour l'amiante, l'amiante, on sait depuis la fin du 19e siècle, et même probablement avant, que c'est un toxique redoutable. Les industriels ont fait toutes les études dans les années 20-30 et ont prouvé pour eux-mêmes que c'était un cancérogène majeur. Ils ont mis ces études sous le coude, ils ont interdit aux chercheurs de donner l'information publiquement. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La science asservie » pour montrer par quel biais passe cet asservissement de la science aux visées des industriels. Et ils ont empêché pendant des années que la connaissance soit publique. Et quand quelqu'un comme le professeur Selikov a donné des résultats, ils ont mis en face de lui des pseudo-scientifiques pour le disqualifier, pour faire durer le plus longtemps possible cette situation où eux savaient, mais nous, les victimes, nous ne savions pas, et en particulier les travailleurs. Et donc, ce consentement meurtrier, c'est le fait qu'ils savaient, ils ont continué. En France, il y a eu le mouvement des années 70, qui s'est soldé par un décret alibi, qui ne protégeait pas contre le risque de cancer. Et si on va aussi loin aujourd'hui par rapport au cancer, c'est l'amiante pour plus beaucoup d'autres toxiques, mais je vous fais la démonstration avec l'amiante. L'auteur des faits, ce sont ces industriels qui ont été jugés d'ailleurs à Turin. Stéphane Schmidaini, quartier de Marchienne du groupe Eternit. Ils ont été jugés parce qu'ils ont pris la décision, en connaissance de cause, de continuer. Ce ne sont peut-être pas des crimes intentionnels au sens où ils n'ont pas pris un pistolet pour tuer tel ouvrier, mais ce ne sont pas des crimes, des délits non intentionnels. Et c'est là où, si on introduisait une notion du type de consentement meurtrier, on pourrait avoir un outil juridique pour faire évoluer ces procès dans des conditions, je dirais, acceptables pour les victimes. Le second point important, c'est que ce sont des crimes collectifs. Il n'y a pas une victime, il y en a des milliers, des centaines de milliers, des millions. En Italie, ils ont plaidé et obtenu des cours d'appel, de la cour d'appel de Turin, une condamnation pour désastre collectif. C'est-à-dire que ce qui a été jugé, ce n'est pas la relation très difficile, la relation de causalité très difficile à établir pour un individu donné par rapport à une substance donnée. Ils ont considéré qu'à partir du moment où on sait tout ce qu'on sait sur l'amiante, ces industriels se sont rendus coupables d'un désastre et d'un désastre collectif. Il y a donc bien des notions juridiques qui pourraient nous aider à sortir de l'impasse dans laquelle sont un certain nombre de procès à l'heure actuelle. Nous avons en France une notion qui s'ajoute à ces deux-là, qui est la mise en danger de la vie d'autrui, qui est très peu plaidée actuellement, alors que, en réalité, et ça a été plaidé tout récemment, et la Cour de cassation a rendu un arrêt très important en avril contre la société de Vinci, qui a été condamnée à une très lourde amende, et il y a une condamnation à la prison avec sursis.
La société de Vinci avait engagé des travaux dans des terrains amiantifères en Corse. Une inspectrice du travail a fait un procès-verbal qui a abouti à une condamnation en première instance en cour d'appel, et la Cour de cassation a rendu un arrêt très important, qui est un arrêt de doctrine, sur le fait que la Cour d'appel avait tout à fait légitimement condamné la société de Vinci. Au Brésil, avant-hier, le 29 novembre, ce ne sont pas les politiques qui ont pris une décision d'interdiction de l'amiante, ce sont les juges. Après 20 ans, plus de 20 ans, de combats acharnés des victimes, d'un certain nombre d'avocats, d'un certain nombre de politiques, de procureurs, ça a été un combat acharné, mais dans les conditions du Brésil, c'est le premier pays producteur des pays du Sud à interdire l'amiante. Le Brésil avait jusqu'à cette semaine une mine qui a été ouverte par qui? Par Saint-Gobain et Eternit Suisse, deux multinationales européennes, quand? Pendant la dictature militaire, à la fin des années 60, quand tout était connu des méfaits de l'amiante, et alors que le Brésil n'utilisait absolument pas du tout d'amiante. Donc on est là dans une situation où les actionnaires et les dirigeants de ces multinationales devraient avoir à répondre devant la justice pénale en France, en Suisse et au Brésil de la catastrophe sanitaire qui se passe actuellement au Brésil avec les maladies liées à l'amiante chez les travailleurs et dans la population. En conclusion, je pense qu'il y a urgence pour que des associations, la Ligue des droits de l'homme, des syndicats s'unissent et obtiennent que le droit pénal, au niveau français, au niveau européen, au niveau international, prenne en compte cette évolution technologique qui construit les crimes industriels et qu'on puisse enfin briser l'impunité de ceux qui commettent ces crimes. Je vous remercie.